Motherland, motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guys. Guy, 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 guy the back. Guy, 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 yeah the back. Guy, feel you the back. Mesdames et messieurs, très cher public, nous allons tout de suite démarrer les hostilités. FSJP contre CESTI, 10 minutes de chrono. S'adressant aux fidèles catholiques à l'occasion de sa visite au Sénégal en 1992, le pape Jean-Paul II dit ceci: poursuivez le dialogue avec les adeptes des différentes religions. Votre pratique africaine de la palabre vous dispose aux échanges prolongés et sérieux pour parvenir à l'entente. C'est connu, le Sénégal est un pays de dialogue, de paix et de stabilité. Mais faut-il pour autant dormir sur nos lauriers, surtout lorsque l'on a entendu le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, s'alarmer, je cite: je l'ai crié urbi et orbi, je l'ai crié dans le Ferlo, je l'ai crié à Khosanto, qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. Ce n'est pas tenable. C'était prévisible qu'il arriverait un moment où le couvercle sauterait. Et si nous n'y prenons garde, le couvercle va imminemment sauter et on aurait du mal à le rabattre sur la casserole. Fin de citation. La réponse est donc non, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. C'est sans doute la raison pour laquelle l'on nous invite à parler du sujet suivant: paix et dialogue social au Sénégal, enjeux et perspectives. La définition la plus courante de la paix, c'est l'absence de guerre. Mais nous avons choisi de lui attribuer une définition vernaculaire. Nous la considérons non seulement comme l'absence de guerre, mais aussi, et c'est là la spécificité sénégalaise, comme un état de concorde, d'accord entre les citoyens et d'absence de troubles sociaux. Mesdames, Messieurs les membres du jury, vous le savez sans doute, l'acception la plus courante du dialogue social est en lien avec les relations de travail. Mais d'évidence, ce n'est pas de ce dialogue social dont il est question dans notre débat de ce soir. Le dialogue social dont il est question, c'est celui par lequel toutes les composantes de la société, toutes les forces vives de la nation échangent, discutent, s'écoutent, s'entendent, se comprennent et s'accordent dans le but de préserver et de renforcer notre tissu social, notre cohésion et notre commun vouloir vivre collectif. Nous entendrons le substantif enjeu comme ce que le Sénégal peut gagner en préservant le dialogue ou ce à quoi il s'expose en cas de rupture de celui-ci. Enfin, les perspectives. Elles peuvent être définies comme une succession d'événements que l'on considère comme probables ou possibles dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, un kidam pourrait se demander pourquoi parler de dialogue alors qu'il n'y a pas de crise sociale apparente au Sénégal. Nous objecterions alors volontiers que c'est en temps de paix que l'on peut avoir le recul nécessaire et les dispositions requises pour anticiper sur les questions stratégiques. Mais donc, quels sont les enjeux du dialogue social dans la préservation de la paix au Sénégal? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'ils sont multiples, car c'est bien au dialogue que nous le devons si aujourd'hui nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que le Sénégal est un îlot de stabilité. Mais, au risque de vous décevoir, le Sénégal est certes un îlot de stabilité, mais qui baigne dans un océan d'insécurité. Et cet océan d'insécurité, c'est le Sahel. Les Sénégalais ont donc tout intérêt à ne pas rompre le dialogue, sous peine de voir des risques qui nous ont jusque-là épargnés nous frapper. L'autre question, cher auditoire, c'est quelle perspective de paix nous offre la situation actuelle du dialogue social au Sénégal? Eh bien, c'est difficile à dire, mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que nous constatons, avec inquiétude du reste, les prémices d'une paix menacée. Nous en citerons quelques-unes. Diagnostiquer, c'est bien. Guérir, c'est encore mieux. Il est donc d'une impérieuse nécessité de tuer dans l'œuf toutes ces prémices. C'est pourquoi nous nous emploierons dans une ultime partie à décliner les actions qui nous paraissent essentielles pour que les perspectives soient heureuses. Mais en attendant, parlons des enjeux. Le Sénégal est réputé à travers le monde pour son hospitalité légendaire. L'harmonieuse cohabitation entre personnes de confession et d'ethnies différentes est un reflet de la cohésion sociale sénégalaise. En effet, les ethnies et religions diffèrent dans notre pays et malgré ces diversités, nous avons développé et entretenu des relations vivaces qui témoignent de notre volonté de vivre en commun. Une volonté qui se traduit d'abord par le cousinage à plaisanterie, qui permet des critiques, des faveurs et même des invectives sans que cela ne débouche sur une dispute ou une confrontation. Une volonté qui se traduit
par l'acceptation des autres religions qui n'ont jamais rencontré de difficultés dans leur pratique, même si le pays est peuplé à 95% par des musulmans. Préservons ce legs que constitue la parenté plaisante. Acceptons-nous en valorisant le dialogue, je veux dire social, d'autant plus que ces pratiques ont toujours facilité la vie en société sénégalaise et ont toujours réglé les divergences dans notre vie communautaire. Consolidons notre État-nation comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs et nous continuerons en ce sens à être un modèle de paix et de stabilité que nous avons toujours été, mes chers. Depuis l'indépendance, des actes forts ont été posés en ce sens. Le code électoral de 1992 n'était pas le fruit d'un consensus. Pendant la période de Covid-19, son Excellence M. Macky Sall n'a-t-il pas fait appel à toutes les sensibilités pour riposter contre la pandémie? Le dialogue national en cours n'est-il pas l'opportunité pour les autorités sénégalaises de discuter entre autres sur la gestion des ressources pétrolières et gazières? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers co-débatteurs, sans la paix et la sécurité, il ne peut y avoir de développement, avait souligné Binta Diop, présidente Femmes Afrique et Solidarité et représentante de la société civile au front de l'UNESCO sur la paix comme levier indispensable du développement. En effet, étant donné que la paix nécessite un engagement sans relâche, un dialogue interculturel et un dialogue interreligieux que nous, Sénégalais, nous devons de poursuivre, nous pouvons dire que si le dialogue est consolidé, la paix s'installe et cette paix est un tremplin vers le développement. Car vous conviendrez avec moi que la paix et l'économie sont étroitement liées. Cette interaction est la plus probable dans un climat de coopération économique et d'ouverture. Mes très chers membres du jury, je vous renvoie à cet effet à la page 47, chapitre 2 intitulé « Diagnostic économique et social de notre plan Sénégal émergent ». Juste pour vous dire que la paix est l'un des facteurs fondamentaux d'attractivité économique. Mais qu'adviendrait-il en cas d'effritement de ce dialogue? Rien qu'en entendant cette question, cette interpellation, j'ai la peur au ventre. Oui, j'ai vraiment la peur au ventre. Car l'obscurantisme, le séparatisme et l'instabilité sont aux aguets et attendent paisiblement des brèches, pour faire chavirer le navire sénégalais. Une rupture du dialogue social peut exposer le Sénégal à des risques aussi fatals qu'irréversibles. Pour s'en convaincre, on peut se référer à 3 arguments. D'abord, l'effritement du dialogue social peut créer, ou disons, peut conduire le Sénégal vers conflits interethniques, interreligieux et interconfrériques. Selon Bakary Samb, dans l'article intitulé « Le Sénégal à l'épreuve de la crise sahélienne », à la page 13, 4e ligne, le caractère apaisé des relations entre acteurs religieux et interconfrériques a longtemps été basé sur le dialogue social et le contrat social. D'ailleurs, c'est dans ce sillage qu'à l'approche du mois de Ramadan dernier, le CNRA avait à titre préventif sorti un communiqué pour mettre en garde les maisons de presse contre toute émission qui risque de porter atteinte à la cordialité islamo-chrétienne, mais aussi interconfrérique. C'est dire que les médias utilisés à mauvais escient pour être assimilables à une arme de destruction massive en atteste la radio des 1000 collines au Rwanda, qui à l'instar d'une bombe a fatalement participé au génocide rwandais. Ensuite, l'effritement du dialogue social peut créer une instabilité sociopolitique, car vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans le dialogue que se trouve la bonne compréhension de certaines décisions politiques. D'ailleurs, nous avons assisté récemment à l'adoption d'une loi qui a fait l'objet de vives contestations de la part d'une frange de la population. Tout simplement parce qu'il y avait une absence de consensus. Et ce consensus ne peut être que le produit d'un dialogue réussi.
Enfin, à l'heure du mouvement sismique de la mondialisation, les menaces extérieures deviennent de plus en plus prégnantes. Selon le plan Sénégal émergent, à la page 47, dernier paragraphe, le Sénégal vit dans un environnement sous-régional marqué par une instabilité politique et qui doit faire face à la montée de groupes extrémistes qui menacent l'intégrité du pays. Allant dans le même sens, les médiateurs de la République tantôt cités disaient: il y a moins de 2 ans, dans le Ferlo, je disais que le Ferlo est un réservoir de djihadistes parce que vous trouvez des ordres et des ordres de gamins qui ne vont pas à l'école. 9 octobre 2015, le Quartet reçoit le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la transition démocratique en Tunisie. Le Quartet, c'est le comité national du dialogue social tunisien. Un comité du dialogue social à qui on décerne le prix Nobel de la paix. Donc relation entre dialogue social et paix. C'est exactement ce qu'il nous est demandé d'établir aujourd'hui avec ce terme intitulé Paix et dialogue social au Sénégal, enjeux et perspectives. Kangam du temple de Cheranta, devant vous, Gakou Aïdara. Campons d'abord ce décor, mes chers, avant que l'on aille en profondeur. Au terme des articles 7, 8 et 9 de la Charte nationale sur le dialogue social sont respectivement relevées les règles de conduite des employeurs, de l'État et des travailleurs, donc une relation tripartite. Apparemment, il y a un problème de compréhension du sujet. Si nos amis de la faculté du droit avaient seulement pris la peine de taper le mot dialogue social sur Internet, ils sauront qu'il ne s'agit ni de religion, ni d'ethnie, encore moins de cousinage à plaisanterie. Il s'agit tout simplement de cette relation tripartite. Partant du fait qu'il n'existe pas de définition, qu'il existe autant de définitions possibles du mot paix que de personnes ici présentes, intéressons-nous à la définition du mot paix sociale. La paix sociale désigne selon le dictionnaire Larousse, ce n'est pas votre définition, mais celui du dictionnaire Larousse, qui dit que c'est un état de concorde et d'accord entre citoyens caractérisé par l'absence de troubles et de conflits sociaux. Au cours d'un argumentaire structuré, avec un vocabulaire simplifié et parfaitement illustré, il s'agira par rapport au sujet d'en déceler les enjeux avant d'en aborder les perspectives. Dialogue social et paix. Quoi de plus redondant que de mettre dans une même phrase les termes dialogue social et paix, dialogue social et démocratie, puisque le fondement même du dialogue social est une forme de démocratie. Et pourtant, il me serait difficile, ou voire impossible, de dissocier ces deux termes. En effet, la première contribution du dialogue social à l'établissement d'un climat de paix réside dans sa capacité à favoriser la démocratie. Je m'explique. Si l'on prend l'exemple des syndicats, qui constituent l'exemple patent d'une démocratie, avec le droit de grève, où ces derniers ont le droit d'exprimer leur mécontentement ou leur désaccord face à une situation définie. Face à une situation définie. Où ces derniers ont le droit d'exprimer leur désaccord ou leur mécontentement face à une situation définie. Ce qui permet d'annihiler un potentiel recours à d'autres moyens de revendication comme la violence. Ainsi, dans l'article 8 de la Constitution sénégalaise, il est stipulé, je cite, « La République garantit à tous les citoyens les libertés individuelles, des droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. » Fin de citation. Chère Assemblée, voyez par vous-même, si ces syndicats n'avaient pas le droit de grève, leurs revendications pourraient prendre d'autres formes et verser dans l'anarchie. Donc le dialogue social est une condition de paix. Un autre aspect tout aussi important du dialogue social est qu'il peut favoriser un pluralisme convergent, qui lui, à son tour, favoriserait une culture de la tolérance. Les parties engagées dans une négociation seront amenées à faire des concessions dans le souci de l'équilibre. Voici une source de stabilité et donc de paix.
Pour l'Organisation internationale du travail, les structures et les processus d'un dialogue social peuvent résoudre les questions économiques et sociales importantes, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité sociale et de stimuler l'économie. Stimuler l'économie. Voilà un des enjeux du dialogue social pouvant aboutir à la paix. Et pour étayer cette idée, n'allons pas trop loin. Et je vous le garantis, je vais être bref. Prenons l'exemple des démarches que le gouvernement du Sénégal a entamées au début de la pandémie de Covid-19 face aux difficultés rencontrées par certaines entreprises. Suivant l'ordonnance numéro 001-2020, aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période du Covid-19, une enveloppe de 77 milliards de francs CFA a été octroyée au patronat du tourisme et des transports aériens. Cette somme a permis de sauver 100 000 emplois et de permettre aux entreprises d'avoir un fonds de roulement qui leur a permis de payer les salaires, par exemple, selon le ministre du Tourisme. Et cette méthode a été répétée dans d'autres secteurs comme l'éducation. Ainsi, à travers cette relation tripartite, le dialogue social a permis de poser les bases de la relance de notre économie d'un côté et de l'autre de sauver une situation qui risquait d'être catastrophique et même troublante pour notre pays. Cher public, une stimulation de l'économie qui favorise la création et la conservation d'emplois, condition d'une stabilité individuelle et collective, gaz de paix. L'Organisation internationale du travail définit le dialogue social comme incluant tout type de négociation, de concertation, de consultation ou tout simplement d'échange d'informations entre les représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. Succédant au Comité national du dialogue social, le Haut Conseil du dialogue social a pour une des missions de remettre annuellement un rapport au chef de l'État. Lors de la remise du rapport 2017 portant état du dialogue social au Sénégal, les services de la présidence ont conclu ceci. Le gouvernement, les travailleurs et employeurs sont unanimes sur la nécessité de faire du dialogue un outil de promotion de l'équité sociale et territoriale. Intéressons-nous à cet aspect social qui découle de l'équité et qui est favorisé par le dialogue social. La frustration généralisée entraîne souvent une déstabilisation de la paix. L'enjeu du dialogue devrait donc permettre d'aboutir à une justice sociale au Sénégal, prenant la forme d'une non-discrimination à l'embauche, que ce soit sexuelle, ethnique ou par appartenance politique, mais aussi et surtout rompre un mal dont souffrent les dames. Il s'agit de l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. L'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal, menée dans le deuxième trimestre de l'année 2016 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, montre qu'au Sénégal, le salaire moyen mensuel est de 131 033 francs CFA pour les hommes contre 99 166 francs pour les femmes. Quel écart! Ce n'est qu'à travers un dialogue social qu'on peut aboutir à une justice sociale, gage de paix. Car, comme le disait le journaliste américain Harvey Mencken, si vous voulez la paix, travaillez pour la justice. La paix, mesdames, messieurs, nous dit Spinoza, c'est un état d'esprit. Mais moi, je vous dirais tout simplement que c'est un état d'esprit qu'il faut cultiver et convoiter autour d'une table. Bien évidemment que cela requiert certaines conditions, à savoir la représentativité, l'égalité, la vérité, mais surtout la sincérité. Voici des critères qui font défaut à notre très cher Sénégal et qui plombent et sombrent notre dialogue social. D'ailleurs, des facteurs même le montrent. Partons d'abord de la forme de représentativité au sein même du Haut Conseil du dialogue social. Saviez-vous que les 30 membres de ce Haut Conseil sont nommés par décret? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, approuvées par une partie, puissent représenter 3 parties? En tout cas, moi, non, je ne pense pas. Et là encore, parlons de notre économie nationale, majoritairement composée, je vous dis, du secteur informel, qui est très délaissé, je vous dis, par ce dialogue-là. Mais comment? Il ne le prend pas à charge comme il le fait pour le secteur formel. Pourtant, dans l'établissement d'un système de pays, il est impératif, voire même nécessaire, de prendre en compte toutes les couches sociales, qu'il s'agisse de l'informel ou du formel, mesdames et messieurs. Alors, je vous dis, aujourd'hui, nous faisons face à des régulateurs partisans, à un patronat
politiciens, mais aussi à des syndicalistes présidents de mouvements. Tout cela pour vous dire que l'appartenance et les tendances politiques d'un acteur du dialogue social ne permet pas un bon cadre de dialogue social dans lequel jaillirait une source de stabilité. Depuis 2012, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, voire même le Sénégal, est confronté à des grèves liées en enseignement. C'est à l'image du SAES. Tout ce qu'ils réclament, c'est que l'État respecte ces engagements-là qu'il avait pris en 2014, en leur offrant un meilleur cadre de vie et de travail. En tant qu'intellectuels, nos co-débatteurs se sont enfermés à la pire des cellules. L'erreur. Que l'on se comprenne bien. Que l'on se comprenne bien. Nous n'étions pas venus pour répliquer aujourd'hui. Et la raison est simple. C'est que le sujet nous invitait à dialoguer. Mais il faut que, s'il vous plaît, il faut que nous levions l'équivoque. Le dialogue social autour duquel nos co-débatteurs ont circonscrit le débat a pour unique objectif l'encadrement de l'arbitraire patronal et la défense des intérêts des travailleurs. Le jury nous aurait aidé s'il s'agissait de ce dialogue social, parce qu'on fait du droit du travail à la fac. Mais le dialogue social dont il est question, évidemment, c'est le dialogue social qui vise la cohésion sociale, l'intérêt général. Je vous renvoie pour preuve à Alassane Kanté, droit du travail, droit social sénégalais, Harmattan 2015. Je vous renvoie à Pierre Languier. Le dialogue social, une urgence pour l'entreprise, Harmattan 2015. Ceci étant levé, mesdames, messieurs, il est question du dialogue pour la paix. Vous en seriez préservés si vous avez eu la curiosité de lever un peu et de fouiller dans les feuilles de l'ouvrage que vos devanciers ont écrit, promotion 2010-2011, presse écrite CESTI, intitulée Construction et trajectoire de l'État-nation. Merci. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, les membres du jury, chers sessiens, chers contradictoires, auguste auditoire. Une observation même superficielle de la société sénégalaise actuelle montre à l'évidence que le Sénégal de nos jours n'a presque plus rien de commun avec ce qu'il était jadis. Ce constat fait en 1981, à une époque où je n'étais pas encore né, que ce soit clair, par François Bob, ancien secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et d'une déconcertante actualité. À la vérité, notre tissu social n'a guère fort de sa diversité jusqu'alors épargné par les soubresauts qui guettent d'autres pays, est aujourd'hui saisi d'inquiétude et de doute. Indifférence morale, réflexes identitaires, dérives médiatiques persistantes pour ne pas les citer. Bien donc, Monsieur Diop, oui. À vous entendre parler, on peut dire que l'IRAM signale Bill Diop. Effectivement, madame, l'eau de rose est menacée. Alors que faire avant qu'elle ne se transforme en eau de fiel? D'abord, le premier levier d'une paix sociale durable, parce que c'est de cela dont il est question, est l'éducation. C'est un secret de polichinelle que de dire que la première richesse d'une nation est l'éducation de sa jeunesse aux valeurs qui la fondent. Car en réalité, il n'y a pas de mal plus grand et des suites plus funestes que la tyrannie d'une jeunesse désœuvrée et mal éclairée. Éduquer, disait Marouba Fall dans la collégienne, c'est aider à l'épanouissement moral, spirituel, mais surtout physique de l'individu. C'est armer ce dernier contre le mal pour lui éviter le pire. Ensuite, il faut un retour à l'identité nationale qui constitue le référentiel axiologique de la cohésion sociale. De nos jours, la violence envahit tout le monde et irrite tous les discours, des leaders comme de simples citoyens. Il faut donc que nous enlevions nos vieux habits pour en endosser de nouveaux, tisser du culte du civisme, de la démocratie et de la paix. Notre identité, mesdames, messieurs, c'est notre unité dans la diversité. Mais d'un nombre inconditionnel entre Serer, Wolof, Diola, Peul, entre gens de toute religion, sans réticence aucune et entretenu par des médias responsables. Car chacun d'entre nous porte entre ses mains le destin du Sénégal et doit contribuer à entretenir et à arroser le jardin d'Adam que nous voulons qu'il soit. Enfin, mesdames, messieurs, enfin, on ne le dira jamais assez, il faut poursuivre la promotion de l'équité sociale. Car l'injustice sociale a l'inconvénient de provoquer des instabilités, des tensions, faisant ainsi entorse à la paix, sans laquelle, convenez avec moi, aucun progrès n'est possible. Les émeutes de mars dernier ne le témoignent-ils pas?
À la page 13 de son ouvrage Justice sociale et paix en Afrique, M. Hamidou Yacouba nous enseigne, je le cite, une paix civilisée et durable passe nécessairement par le règne d'une société organisée dont le piédestal est la justice. Ceci est d'autant plus important, mesdames, messieurs, que notre pays s'apprête à exploiter le pétrole et le gaz, dont les fruits, pensons-nous modestement, doivent bénéficier à tous. Mesdames, messieurs, vous vous souvenez tous des émeutes de mars dernier avec leurs douloureux chiffres, 13 et 600 selon l'agence sénégalaise de presse. 13 et 600, c'est respectivement le nombre de jeunes arrachés à la vie et condamnés pour l'essentiel à une éternelle infirmité. Pour conclure, chacun d'entre nous doit veiller à ne pas être l'artisan de l'étincelle insoupçonnée qui crée les instabilités, car elle n'épargne personne. Merci à la faculté des sciences juridiques et politiques et nous passons tout de suite la parole au CESTI. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, avant de commencer, je dois avouer que je suis déçu, terriblement déçu. Quelle maladresse dans le discours, et pourtant si élégant. Mesdames et messieurs, bon nombre d'entre nous ici sommes de la banlieue et estimer que parler d'entreprise, parler d'emploi, ce n'est pas parler social, alors que le manque d'emploi justement dans cette banlieue-là, n'est-ce pas, caractérise justement cette insécurité que nous vivons tous les jours au niveau de la banlieue. Je pense que c'est manque de respect à tous ceux qui sont là ce soir. Cependant, je ne vais pas me substituer à la place de la jury. Je vais continuer à vous satisfaire comme l'ont fait mon prédécesseur. Mesdames et messieurs, parler du Sénégal, c'est faire état de la problématique de l'emploi, des travailleurs aux employeurs, des chômeurs à l'État. La problématique de l'emploi est récurrente et la récurrence du problème est redondante. La problématique est troublante. Avez-vous ne serait-ce qu'une seconde? Vous veuillez comprendre, c'est pour moi. Vous veuillez comprendre, s'il vous plaît, ma déception. Avez-vous ne serait-ce qu'une seconde pensé au fait que le jeune sans emploi, qui est obligé de se soigner, se nourrir, se vêtir et subvenir aux besoins de toute une famille, verse inéluctablement et facilement dans le banditisme gratuit? Ce sont les vols, ce sont les agressions et ce sont les meurtres, mesdames et messieurs. Et il n'y a pas si longtemps de cela, des camarades étudiants, un camarade brillant étudiant a été assassiné ici tout près par des jeunes qui n'ont pas d'emploi justement et qui ont eu recours à la violence pour subvenir à leurs besoins. Ça, mesdames et messieurs, c'est un exemple que nous pouvons donner. Et il n'y a pas si longtemps que cela, une étudiante a été agressée et est morte. Et je pense que des camarades étudiants sont là aujourd'hui, venant de l'ESP ce soir, ils savent de quoi je parle. Agressés par justement des gens qui n'ont pas de boulot dans ce pays. Donc vous voyez-vous, l'une des perspectives du dialogue social serait justement d'établir le débat autour de ça, avec les différentes parties autour d'une table, afin de trouver une manière saine de préserver la stabilité et la sécurité à travers l'employabilité. 90% des rapports quotidiens que je reçois sur les risques de conflit concernent le foncier. Ces mots ne sont pas les miens, rassurez-vous, ils sont du président de la République du Sénégal. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que le foncier aujourd'hui est au cœur des conflits. De Niaguissa à Bambilor, de Yoff à Niani, en passant par Pikine, Tivaouane, jusqu'à Ndengler, le foncier est au cœur du problème. À cela également, nous devons faire recours au dialogue social pour y remédier. Et parler de perspective, c'est soulever la question de l'énergie. Il nous faut établir un débat permanent, mesdames et messieurs, à travers l'entreprise, à travers l'État, à travers les concernés. Parce que voyez-vous, la question du pétrole dont dispose aujourd'hui le Sénégal, c'est une question qui s'est posée dans pas mal de pays. Et aujourd'hui, ces pays, il est regrettable de constater que c'est des pays qui font source de convoitises, de crises et surtout de bêtises. Et je suis sûr et certain que nous n'aimerions pas en arriver là. Aujourd'hui au Sénégal, le dialogue social s'est toujours défini par notre attitude à la tolérance. Notre aptitude
Notre attitude à la générosité, notre aptitude à la tolérance. Et l'ensemble de cette attitude et de cette aptitude nous donne justement cette altitude nécessaire pour nous inscrire au rang des nations exemplaires en termes d'harmonie et de paix. Le dialogue social, en ce qui nous concerne, c'est d'abord nous aimer à travers ce qui nous unit et nous unir autour de ce qui nous remercie. Je vous remercie. soo buggee rey as gor de ko jox bés bu nekk lu mu dundee bu yàggee nga soppi ko mala. Oui, ce n'est pas Gelwaar qui l'a dit en premier dans cette célèbre production d'Ousmane Sembène. Cet adage du vieux sage fait rage, encore tâche malgré les âges. Kocc Barma Fall ou Nidoron Biram Makhouradja Demba Kholle Fall, oui, il n'est pas un mythe, il existe. Il n'est pas un rite non plus, et je persiste. Mais il est culte et mythique à son niveau. Ce moraliste, penseur et poète sénégalais est né en Djong Fall sous le ciel de Ndande, dans la ville de Louga, vers 1586. Il vécut dans la cité kayorienne dans la cour royale. Phénoménal dès sa tendre jeunesse, ce cousin du roi Daour Demba Fall montre les qualités de maîtrise de la langue et de la culture wolof, ce qui va l'amener à être nommé conseil spécial du roi, porte-parole des sans-voix et indicateur de la bonne voie à suivre dans la cité. Kocc, c'est plus que ce que la postérité nous a vendu sur ta tête. Non, Kocc Barma, c'est plus de 5000 principes et fondements dans sa bédasse. Des traces, il en a laissé, même s'il fut un adepte de l'oral. Kocc Barma animait des agoras et des séances de discussion sur des thématiques sociaux. Il dit d'ailleurs par rapport à la paix et au dialogue social qu'il ne manque pas d'hommes qui désirent le bien-être, mais que ceux qui en procurent ne sont plus. Kocc a parlé de l'indépendance, de la famille, de l'amitié, du respect de soi, de l'éducation des enfants et des valeurs sociétales qui définissent notre Sénégal. Fall Biram Makhouradja va s'éteindre en 1655, mais son héritage est toujours éternel. Patrimoine culturel immatériel, il s'est vu ériger un mausolée à son village Ndjong en 2007. Cette reconnaissance est à la hauteur de l'œuvre de l'homme qui serait désolé s'il savait que son nom allait être usurpé par un malfaiteur faiseur de malin pour tuer la dignité de certains citoyens. Oui, on se souvient de l'affaire Kocc et des vidéos obscènes, mais Kocc Barma le véritable est une aubaine, une chance pour notre pays, notre continent. Je finirai d'ailleurs par cette maxime de Kocc qui dit Gan ay bëtum rek la yor, lu mu gis da ko yóbbaale. Comme quoi l'étranger qui vient dans un pays se présente en aveugle, mais lorsqu'il rentre, il sera un griot. Donc ne laissons pas l'image d'un Sénégal muet, désuet et dénué en paix et en entente sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sesti. Il était une fois dans le royaume du Cayor, un roi et un homme, à la coiffure singulière faite de 4 touffes de cheveux. Les deux hommes entretenaient des rapports particulièrement tumultueux à cause des prises de position subversives de l'homme aux 4 touffes. Un jour, l'homme promit au roi de lui offrir sa tête s'il parvenait à saisir la signification de chacune de ces 4 touffes. Déterminé à se débarrasser de cet ennemi encombrant, le roi parvint à soudoyer sa femme qui lui révéla le secret jusque-là jalousement gardé. L'homme fut donc condamné à mort, mais il fut sauvé de justesse par l'intercession d'un vieillard qui parvint à convaincre le roi de l'épargner. Comme quoi, Mak Manabay Chimbre. Vous l'avez compris, le mot 4 touffes c'est Kocc Barma Fall. Il est né vers 1584 dans le village de Ndjongé Fall, arrondissement de Ndande, région de Louga. De son vrai nom, Birima Makhouradja Demba Kholle Fall, Kocc Barma a joué un rôle déterminant dans le royaume du Cayor. En effet, si ses rapports avec le Damel Daou Demba furent particulièrement tendus, ce fut une autre paire de manches avec le successeur de ce dernier, Major Fatim Golleng, époux de la vaillante Yassine Boubou, dont il fut le conseiller politique. La démocratie participative que l'on a beaucoup théorisée et que l'on théorise encore, Kocc l'a pratiquée déjà au XVIIe siècle. Il organisait des assemblées avec d'éminents autres sages du royaume et les idées qui en émanaient servaient au roi pour une meilleure gouvernance de la cité. La cité, Kocc ne la servait pas que par le truchement de la politique. Il exerçait aussi les fonctions d'enseignant, d'éducateur, de juge et même de psychiatre et était porte-parole des sans-voix, sans oublier sa casquette de régulateur de la société. Mais si le nom de l'homme a survécu à l'histoire et à l'épreuve du temps, c'est moins pour son œuvre gigantesque au service de sa communauté que pour ses célèbres maximes.
Bourdumbok, Magmana Bay Chimrew, Jigin Sopalti Bouloul, quel usager de la langue Wolof n'a jamais rencontré ces adages? Penseur, philosophe et maître dans l'art de la parole, il a fasciné aussi bien ses contemporains que la postérité. L'homme qui avait une connaissance pointue de sa culture, maniait avec aisance la langue Wolof pour véhiculer des concepts et des formules remarquablement bien élaborées qui continuent encore de fasciner près de 400 ans après sa disparition. Sa disparition, c'est en 1654 qu'elle interviendra dans sa terre natale. Dans son village, un mausolée a été érigé en son honneur par le ministère de la Culture. On y conserve le reste de son tam-tam, vestige matériel de son époque qui lui servait de moyen d'information et de communication. Mesdames, Messieurs, pour les générations actuelles et celles futures, Kocc Barma doit être une référence, non seulement pour le modèle d'engagement qu'il représente, mais aussi pour le grand penseur qu'il fut. Car si nous pensions encore que le savoir ne sonnait que blanc, l'exemple de Kocc Barma vient apporter un énième démenti à cette croyance, jadis mise à mal par le parent de notre université, Cheikh Anta Diop. J'étais ministre de la Culture, mais quel privilège ce serait? Ce serait non seulement la Casamance, la Thiès, la Cité du Rail, bien évidemment, je m'en réjouis. Ce serait une découverte totale. Bien sûr, si j'étais ministre de la Culture, c'est mettre en place des structures qui vont permettre à ces gens-là, de Soumbédioune, à Thiès, de Saint-Louis, à Mbour, de Louga, à Ndar, la même chose bien sûr. De promouvoir notre culture, de promouvoir notre langue, mais aussi de promouvoir notre savoir-faire, mesdames, messieurs. Je ne vais pas rompre la cohérence de cette journée. On a parlé de cinéma et vous nous demandez ce que nous ferions si nous étions ministres de la Culture. Eh bien, si l'Amérique est aujourd'hui au rang des Premières Nations, si aujourd'hui le Nigeria s'affirme en Afrique, c'est parce qu'ils se sont appuyés sur leur culture qu'ils ont véhiculé à travers le cinéma. C'est ce cinéma-là qui doit être vitrine de notre culture, qui doit vendre notre pays, qui doit faire de telle sorte que les étrangers viennent visiter notre Sénégal et découvrir les populations de Bédik et les populations qui sont dans les fins fonds du Sénégal. Ce n'est qu'à travers cette culture-là que l'on peut vendre notre pays à travers justement le tourisme qui, malheureusement, ne contribue pas comme elle devrait le faire dans l'économie de notre pays. Donc si j'étais ministre de la Culture, mes chers, j'investirais également, bon, ce ne sont pas dans mes prérogatives d'investir, mais je demanderais au président de la République d'investir dans le milieu des arts, surtout de la culture urbaine. Nous avons des choses à vendre nous aussi. Nous avons nos Foumalat, nous avons nos Nidof, nous avons nos Karabas, nous avons nos jeunes, nous avons nos Karbala en fait. Nous avons des gens à qui nous pouvons donner le flambeau pour qu'ils puissent vendre l'image de notre pays. Si j'étais ministre de la Culture, voilà mes chers, ce que je ferais. Et permets-moi de te dire que nous avons aussi de la peinture sur verre, non connue, pourtant prisée par des zones au Sénégal. Si j'étais ministre de la Culture, c'est de l'investissement bien sûr. Dans les cinémas, le cinéma je veux dire, nous sommes aujourd'hui dans un pays où seul Dakar compte des salles de cinéma, mais c'est pas croyable. C'est quand même impossible, je vous dis. Si j'étais ministre de la Culture, ce sont des musées, des salles de cinéma, des bibliothèques, de l'art, mais partout au Sénégal. C'est ça qui fait. Merci pour ce style. La parole est donnée tout de suite à la FSJP. Sénégalais, Sénégalaises, chers concitoyens, j'aimerais partager avec vous, avec une certaine alacrité, mes ambitions, s'il m'était donné d'être le ministre de la Culture. Moi, ministre de la Culture, je mènerai conformément au décret numéro 2020-2198 relatif aux attributions du ministre de la Culture les actions suivantes. D'abord, je ferai en sorte, ou disons, je veillerai au développement des arts plastiques. Je veillerai au développement de la lecture, car vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers constituent le talon d'Achille de la société sénégalaise. Je ferai en sorte que la musique et la danse sénégalaise soient beaucoup plus professionnalisées et connues au niveau continental et intercontinental. Je travaillerai avec les forces vives
pour que le théâtre sénégalais retrouve son lustre d'antan et que le patrimoine national soit protégé. Ensuite, en tant que responsable du patrimoine culturel, je veillerai à la sauvegarde des monuments historiques et des sites. Je veillerai à la conservation et à la mise en valeur des arts plastiques, mais aussi du patrimoine ethnographique sénégalais. Enfin, je placerai en pierre angulaire de ma politique la promotion et la valorisation de l'histoire, mais aussi des valeurs sénégalaises. Je faciliterai à tout un chacun l'accès à l'industrie littéraire, artistique et culturelle. Mesdames et messieurs, comme le disait Robert Sabatier, nous sommes à une époque de matérialisme outré, de bêtises pontifiantes et de diarrhée verbale. Mais ne vous en faites guère. Moi, ministre de la Culture, je ferai de la transparence la pierre angulaire de ma politique. Car pour paraphraser le président Macky Sall, je mènerai une politique sobre et vertueuse. Car vous n'êtes pas sans savoir, celui qui obéit devrait avoir à l'esprit qu'il commandera un jour. Mais celui qui commande devra se dire que dans un délai court, il aura lui aussi à obéir. Voilà le tour de ma politique s'il m'était donné d'être le ministre de la Culture du Sénégal. Je vous remercie. Voici, mesdames et messieurs, qui met fin à ce débat. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'annonce des résultats. Veuillez prêter une oreille attentive. La note du match qui a opposé la faculté des sciences juridiques et politiques au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. La note de ce match est de 11,84. 11,84 pour la note du match. La FSJP s'est retrouvée avec une note de 12,68. 12,68 pour la FSJP. Contre 11 pour le CESTI. 11 pour le CESTI. Qui est le meilleur débatteur, s'il vous plaît? Le meilleur débatteur, c'est Abdourahmane Mbodj de la faculté de droit. Abdourahmane Mbodj pour la faculté de droit. Voici qui met fin à cette nouvelle journée de Kai Débat. Motherland is counting on you. Motherland, Africa, believe